Donc, je disais que je remercie le comité d'organisation de ces 29e journées de l'AMCA. Donc, à leur tête, mon cher ami professeur Saïd Chrabi, président, et à tout le staff d'organisation. Je remercie les modérateurs, professeur Tahiri, Madame Saher, professeur Louafi. Et donc, je vais parler de l'aorte dans les valvulopathie aortique. Donc, on va passer d'un sujet à l'autre, de l'obésité à l'aorte, avec le professeur Lalani. Donc voilà, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On peut se retrouver dans différentes situations, particulièrement deux situations. Alors soit on est devant une aorte qui est dilatée, associée à une valvulopathie sévère ou plus ou moins sévère à modérée, ou on peut être aussi dans une deuxième situation qui est aussi fréquente. On peut être de valvulopathie significative, sévère, avec une aorte qui est modérément dilatée. Donc, on va aborder le premier sujet. Il faut savoir que ces dilatations de l'aorte sont un peu variables. Donc, il y a différents types. Il y a le premier type qui est une dilatation qui concerne que l'aorte ascendante dans son segment 1. Donc, c'est cette et qui ne concerne pas le culot aortique, c'est-à-dire les sinus de Valsalva et l'âme. Et on a un deuxième type qui est qu'on peut appeler maladie anévroïplasmique. Ce sont les anévrismes qui touchent la partie initiale de l'aorte, donc de Valsalva et l'âme. Et ils peuvent aussi intéresser par l'aorte ascendante. Donc, on comprend bien que ce type qui intéresse le culot aortique expose à un risque de fuite aortique. Alors, bien entendu, la dilatation de l'aorte, c'est l'échocardiographie dans ses deux formes, transthoracique, mais surtout transœsophagienne, pour bien mesurer cette dilatation de l'aorte. Mais il faut savoir que cette dilatation de l'aorte se mesure de façon plus précise par l'imagerie de coupe, scanner et IRM, parce qu'il faut mesurer surtout l'axe du vaisseau et donc dans l'axe de l'aorte perpendiculaire pour avoir les mensurations précises, donc avec la TDM et l'IRM. Alors, le risque de dilatation de l'aorte, qu'elle intéresse la partie initiale ou la partie ascendante, c'est surtout des complications fatales, dissection et rupture, et un deuxième risque qui est le risque de fuite aortique qui concerne ces dilatations de la partie initiale. Alors, concernant ce risque de rupture et de dissection de l'aorte, comme vous voyez sur cet exemple que je vous présente, il est en rapport, étroitement en rapport avec le degré de dilatation. Alors, plus le diamètre progresse et plus ce risque augmente. Et il faut savoir que cette progression est inéluctable vu la relation qui relie la tension avec la pression et le rayon. Et plus le rayon augmente, et plus la tension augmente, et plus le risque de dissection et de rupture augmente. Ajoutez à cela que ce risque de dissection peut aussi entraîner une insuffisance aortique aiguë. Alors, ce risque de rupture et de dissection et de rupture a été bien étudié dans la littérature et on admet que lorsqu'on dépasse 50 à 55 mm, ce risque croît et devient significatif aux alentours de 60 mm, c'est-à-dire 6 cm. Des situations un peu particulières, notamment la maladie de Marfan et d'autres pathologies du tissu élastique, elles se caractérisent par une fragilité plus importante de la paroi aortique. Et pour ces pathologies, donc le risque de rupture et de dissection survient à des diamètres qui sont inférieurs à ce qu'on a cité. Donc ça commence à partir de 45 et ça devient significatif à partir de 50 mm.
Un autre point important, ce sont les patients qui sont porteurs de valve aortique bicuspide. Alors, il faut savoir que la bicuspidie s'associe de façon encore plus importante par rapport aux autres situations pathologiques à la dilatation de l'aorte. Il est fréquent de retrouver cette dilatation de l'aorte dans la bicuspidie aortique, comme le montrent les études. Alors, cette situation a posé des questions. Est-ce que la bicuspidie aortique, qui est déterminée de façon génétique aussi, puisqu'il y a un caractère familial aussi qui est rapporté dans cette pathologie, est-ce que cette pathologie s'accompagne d'une fragilité du tissu élastique de la paroi aortique, ou bien c'est la bicuspidie, par ces modifications du flux, donc entraîne une dilatation, parce que il a été étudié, il a été démontré que lorsqu'on a une bicuspidie, on a un jet qui est orienté sur une des parois aortiques, ça dépend du type de bicuspidie qu'on a, et ce jet qui vient buter contre la aortique va entraîner donc la dilatation et la fragilité de la paroi. Ceci a été démontré par l'IRM de flux dans un certain nombre d'études et aussi sur les études des pièces opératoires. Les patients qui sont opérés pour bicuspidie et dilatation de l'aorte ont une fragilité aortique. Est-ce qu'elle est déterminée génétiquement? Est-ce qu'elle est secondaire à cette bicuspidie et cette orientation de flux? Ça reste une question. Alors, il a été aussi étudié le risque de dissection dans la bicuspidie et dilatation de l'aorte. Donc, dans ce travail, il a été démontré qu'il y a un risque de développer un anévrisme de l'aorte qui est de l'ordre de 80 fois le risque est augmenté de développer une dilatation, mais le risque de dissection dans cette étude n'a pas été retrouvé. Alors, il y a aussi une troisième notion qu'il faut aussi connaître, c'est la rapidité de progression de la dilatation. Cette rapidité de progression, qui peut être mesurée en millimètres par an, est plus importante quand on a une maladie du tissu élastique, notamment une maladie de Marfan, que lorsqu'on n'a pas de maladie du tissu élastique. Et cette rapidité de progression est un facteur de risque de rupture. Plus cette rapidité de progression du diamètre de l'aorte est importante, plus on a un risque de dissection de rupture au-delà de 3 mm par an. Alors, le deuxième problème auquel sont exposés les patients qui ont une dilatation de l'aorte, notamment initiale, est celui de la fuite aortique. Et cette fuite aortique n'est pas nécessairement due à une dilatation de l'anneau, comme l'exemple que je vous montre à droite, mais aussi à une traction de l'appareil, des parois aortiques dilatées sur la valve aortique. Voilà les mécanismes. Donc, on peut avoir une insuffisance aortique par dilatation de l'anneau, ce qui est plus simple à comprendre, mais aussi par une dilatation du sinus ou une dilatation de la jonction sinotubulaire, parce que ça fait partie intégrante de tout l'appareil aortique. Alors, il est très important, bien sûr, quand on a une dilatation de l'aorte et une valvulopathie aortique fluente, de revenir à l'évaluation. Et cette évaluation est classique et repose sur les paramètres qui sont maintenant largement précisés dans les recommandations. Alors, devant une dilatation de l'aorte, donc chez un patient qui n'a pas encore les critères de chirurgie, il faut vraiment faire une prise en charge médicale. Alors, il faut faire une enquête génétique à chaque fois qu'on a des signes extracardiaques, un morphotype marquant, donc et autres pathologies extracardiaques malformatives, des antécédents familiaux de dissection, de mort subite. Il faut corriger l'hypertension artérielle. Donc, à ce sujet, les ARA2 donc, il a été démontré dans un premier temps que les ARA2 étaient plus bénéfiques que d'autres classes thérapeutiques, mais ceci n'a pas été confirmé par d'autres études. Par contre, les traitements bêta-bloquants, il y a un consensus que c'est un traitement qu'il faut prescrire chez ces patients parce qu'il y a donc cette diminution de la force d'éjection aortique sur cette valve, sur cette aorte dilatée.
La pratique sportive aussi, donc chez les patients qui ont une dilatation de l'aorte, il faut privilégier des sports d'endurance d'intensité modérée et non pas des sports à forte charge résistante. Et bien sûr, la surveillance qui peut se faire par l'échographie, mais on insiste sur l'imagerie. Et la fréquence est entre 6 à 12 mois. Ça dépend de la pathologie et du contexte et aussi de la taille de l'aorte. Dans un marfan que vous n'avez pas opéré, qui a dépassé 45 mm, il faut le faire tous les 6 mois. Ou pour une bicuspidie qui dépasse 50 mm, par exemple, il faut le faire tous les 6 mois. Alors, devant une dilatation de l'aorte, quel que soit le degré de sévérité de l'insuffisance aortique, il faut opérer ces patients quand on atteint donc les seuils d'opérabilité. Et ces seuils ont été largement révisés dans les récentes recommandations. Et on estime que pour tous les patients, au-delà de 55 mm, il faut opérer. Donc, et c'est une intervention prophylactique qui va réduire le risque de rupture et de dissection. Dans le marfan, il faut opérer à partir de 50 mm et dans la cuspide aussi, si on a des facteurs de risque. On peut opérer un marfan au-delà de 45 mm si on a des facteurs de risque ou tout simplement quand on veut remplacer la valve, et on va revenir sur ce point à la fin de l'exposé. Alors, ces facteurs de risque, dès qu'on a une histoire familiale de dissection, de mort subite, quand on a une insuffisance aortique, une jeune dame qui a envie, donc un désir de grossesse, donc il faut diminuer le seuil d'opérabilité quand on a une hypertension, et les patients qui progressent, qui ont une rapidité de progression de leur diamètre. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? On propose généralement un remplacement de cette aorte, mais quand la valve est malade, on y associe un remplacement de la valve aortique. Alors qu'il y a différentes chirurgies. Alors, quand on a l'anévrisme qui intéresse la partie initiale de l'aorte, c'est-à-dire le segment séro, le sinus de Valsalva et la jonction, il faut proposer des techniques qui vont intéresser aussi, qui vont remplacer aussi cette partie initiale, comme le classique Bentall, ou quand on veut conserver l'aorte, il y a aussi des techniques chirurgicales qu'on peut proposer pour conserver la valve aortique lorsqu'elle est conservable. Alors, il y a aussi le problème quand on veut opérer une valve aortique et quand on a une dilatation de l'aorte. Donc, à chaque fois qu'on veut opérer un anévrisme de l'aorte, si on a une sténose aortique serrée, il faut l'opérer. Si on a une sténose modérée, il faut aussi l'opérer. Par contre, pour l'insuffisance aortique, il n'y a pas de recommandation. Quand l'insuffisance aortique est sévère, on l'opère. Quand l'insuffisance aortique est modérée, on minime. Donc, et surtout quand la valve est conservable, généralement quand on traite quand on remplace l'anévrisme, quand on remplace l'aorte ascendante, l'insuffisance aortique se réduit. Alors, il y a une autre situation que lorsqu'on a une dilatation de l'aorte modérée et une valvulopathie sévère chirurgicale, là aussi, il faut savoir que si vous négligez cette dilatation de l'aorte, elle va progresser. Elle va d'autant progresser que lorsque vous êtes devant une pathologie des tissus élastiques comme un marfan ou comme une bicuspide. Et pour cela, à chaque fois que vous voulez opérer une valve aortique, si vous avez une dilatation de l'aorte qui dépasse 45 mm, il faut proposer donc une chirurgie de l'aorte associée à cette chirurgie de la valve aortique, bien sûr si le contexte le permet. Alors je termine par ces points importants. Lorsqu'on a une aorte dilatée, les indications sont prophylactiques pour réduire donc le risque de dissection de rupture. Lorsqu'on a une valvulopathie aortique sévère, comme je l'ai précisé à la fin de mon exposé, ben les indications de remplacer l'aorte dépendent aussi du risque de dilatation supplémentaire lorsque cette dilatation n'est pas aussi significative, à chaque fois qu'il y a une bicuspidie ou maladie de Marfan, mais aussi le temps de la chirurgie si on est devant un sujet âgé avec des comorbidités. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Mignès, pour cette belle présentation. Donc, j'ai en fait deux questions. Une question qui pose le problème de la prescription. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de prescrire les bêta-bloqueurs lorsqu'il y a une dilatation de l'aorte, même si l'insuffisance aortique est considérée comme étant importante, puisque ça va allonger la diastole, donc ça va aggraver l'insuffisance aortique. Donc, est-ce que ce n'est pas grave? Et puis, pour le deuxième chapitre dans lequel vous avez parlé
de l'insuffisance aortique sévère avec la dilatation modérée de l'aorte, à partir de quel diamètre on peut proposer le remplacement de l'aorte lorsqu'on propose de toute façon un remplacement valvulaire aortique? Merci. Donc la deuxième, vous m'entendez, Madame Nouha, Madame Rafi, vous m'entendez? On vous entend. Bon, alors pour la deuxième question, c'est simple. Lorsque vous remplacez une valve aortique, si vous avez une dilatation qui dépasse les 45 mm, vous êtes en classe 2A pour proposer avec un remplacement de la valve aortique. Bien entendu, si l'état du patient le permet, parce que bien entendu, si vous proposez ça, ça va augmenter le temps de la chirurgie, s'il y a des comorbidités aussi. Donc, mais généralement, il est proposé de remplacer, aussi de proposer au chirurgien de remplacer la valve aortique, l'aorte avec quand on fait un remplacement valvulaire aortique, lorsque cette dilatation des 45, d'autant s'il y a comme on vient de le dire, pour une maladie de marque. La deuxième question, c'est sur les bêta-bloquants et sur l'insuffisance aortique. Alors, lorsque l'insuffisance aortique est sévère et on a une dilatation de l'aorte, donc on est dans l'indication de proposer une intervention. Bien entendu, si on va prescrire des bêta-bloquants, c'est surtout lorsqu'on a une hypertension artérielle, on va privilégier les bêta-bloquants sur les autres classes pour ce qui a été et donc ce qui est précisé aussi dans les recommandations. Mais on va aussi, dans cette situation, en attendant d'opérer le patient, de ne pas trop ralentir, bien sûr, ces patients pour ne pas aussi, comme vous venez de le dire, Madame Wafi, donc pour ne pas allonger la diastole et aggraver aussi le retentissement de la... Mais ce n'est que temporaire, puisque son patient va devoir opérer. Et après l'intervention, bon, on pourra leur prescrire des bêta-bloquants sans problème pour entretenir aussi cet effet sur la paroi aortique qui est fragile. Alors, il y a une question. Que pensez-vous de l'index HI pour évaluer le risque de rupture? L'index? Pardon? Je ne vous ai pas entendu. Que pensez-vous de l'index AHI pour évaluer le risque de rupture? L'index AHI. C'est des abréviations? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la salle qui peut préciser sur cet index? C'est qui a posé la question? C'est Dr Kanadi qui a posé la question. Il va mettre plus d'éclaircissement. Merci. Oui, bonjour. Ma question était relative à cet index. Cet index tient en compte le diamètre et la taille de la personne, et l'index modifié intègre aussi la longueur de l'aorte ascendante. C'est une façon d'affiner plus le risque, et le diamètre absolu n'est plus ce qu'on retient pour la décision thérapeutique sur le plan du risque, en tout cas. Puis ça, c'est un petit peu la recommandation de la Société européenne de cardiologie, la plus récente, mais c'est des choses qui sont encore en discussion. J'aurais aimé savoir si vous y croyez et si vous êtes prêt à l'adopter. Alors, il y a des tableaux dans la littérature qui préconisent donc de retenir, de tenir compte du diamètre indexé, surtout pour les extrêmes, donc pour les petits gabarits, pour les jeunes dames. Donc, il y a des tableaux qu'on peut utiliser, et généralement on définit que c'est dilaté quand ça dépasse la valeur qui est précisée, et quand ça dépasse 50%, là on est sur l'indication. Mais comme vous venez de le voir dans les recommandations européennes récentes, on reste sur des valeurs absolues, donc pour retenir l'indication d'opérer. C'est vrai que pour les enfants, donc on devrait utiliser ces tableaux. C'est plus précis. Alors c'est une très très bonne remarque, puisque tout ce qu'on a actuellement sont des valeurs brutes.
C'est-à-dire que le 55, le 50 et le 45, ça a été fait sur l'écho. Hein, et quand vous voyez les marfans qui font 2 mètres, ça reste 55. Quand vous avez un petit gros, ça reste 55. Donc c'est vrai que vous avez parfaitement raison. On est obligé d'indexer actuellement, on n'indexe pas. Et on sait très bien qu'indexer à la surface corporelle n'est pas bien non plus. Donc il faudrait indexer à la taille et donc avoir des études allométriques, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc toutes les recommandations devraient être refaites, et ce n'est pas un maigre travail, et en particulier avec le scanner. Et ce qui avait été bien montré, c'est que la surface rapportée à la taille de l'aorte au scanner était un meilleur facteur prédictif d'aorte à risque. Donc c'est une excellente remarque. Hein. On indexe tout, mais pas l'aorte, donc c'est étonnant, parce que la surface corporelle n'est pas un bon index. En tout cas, c'était une très bonne remarque. Sébignas, je voulais te remercier pour ton topo qui était magnifique. Et je voulais juste savoir à partir de quelle taille de l'aorte tu vas demander d'autres examens complémentaires. Parce que comme tu le sais, ça nous arrive régulièrement d'avoir des aortes à 38, à 39, à 40. À partir de quelle taille tu vas faire? Tu vas demander une ETO, tu vas demander un scanner. Pour affiner un petit peu les mesures et pour une meilleure surveillance des patients à risque. Oui, c'est une excellente question, donc d'ordre pratique. Alors, voilà, si je suis devant des éléments extracardiaques qui sont en faveur d'une maladie du tissu élastique, je vais être large. À partir de 40, je vais demander une imagerie pour avoir des mensurations exactes. Maintenant, si je suis devant un terrain, une maladie élastique, j'ai pas du tout suivi, donc je peux rester sur l'écho et le point différent. Je peux passer à une imagerie de voilà comment je fais. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais, donc mais il n'y a rien pour rationaliser un petit peu les demandes de l'image. Donc, merci Dr Benias, merci Dr Wafi de Oujda. Merci.